Bonjour à tous, bienvenue pour notre webinaire sécurité. On vous remercie pour votre présence pour cette première expérience de webinaire. Afin de pouvoir rediffuser le webinaire, on va enregistrer. Donc si vous ne souhaitez pas que votre nom apparaisse ou l'image qui va avec votre nom apparaisse sur la vidéo qui sera publiée sur le YouTube du CRM, n'hésitez pas à nous le faire savoir à l'issue de la présentation par mail par exemple ou sur le Teams et on fera le nécessaire avant la publication de la vidéo. Qui est en face de vous? Donc, nous sommes deux, Stéphane Josset, le formateur référent sécurité du CRM, et moi-même, Morgane Salmon, responsable de formation. En backup, organisateur, etc., nous avons Johan Lisi, qui est formateur sécurité et formateur référent de l'action préparatoire, donc au métier de la sécurité et au métier de gardien d'immeuble. Également Mireille Salva, qui est chef de projet relations et partenariat avec les employeurs. Voilà. Alors, juste un petit focus sur le CRM. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un centre de réadaptation fonctionnelle, mais aujourd'hui, on va surtout vous parler de la partie réadaptation professionnelle. Nous sommes le plus grand centre français de formation pour les personnes en situation de handicap. Nous avons un agrément pour 416 stagiaires, 30 formations, du niveau CAP au niveau ingénieur. On travaille essentiellement par la pédagogie par le faire. C'est pour cette raison, et on en reparlera tout à l'heure, que vous avez vu un PC sécurité qui ressemble à un vrai et qui est un vrai, sur lequel nos stagiaires s'entraînent au niveau de la Sécu. Et 450 salariés au sein du CRM entre Mulhouse et Strasbourg pour pour s'occuper de tous nos stagiaires. On a différents groupes dans lesquels on a des formations, donc les services aux collectivités auxquels on appartient, le groupe tertiaire, le groupe informatique, le groupe santé, automatisme, bureau d'études et également animation. Et donc, on a voilà, une trentaine de formations déclinées dans ces différents secteurs. Comment va se dérouler ce webinaire? On a prévu que ça dure environ 45 minutes. Sur 4 thématiques. Le métier, donc essayer de découvrir les missions, les postes, les sites sur lesquels un agent de sécurité peut travailler. Ce qu'on a appelé l'entonnoir, c'est-à-dire quels sont les freins pour accéder au métier de la sécurité. La formation au CRM, comment ça se passe? Et comment arriver jusqu'au CRM en formation. Alors, le métier d'agent de sécurité. Donc là, on va avoir besoin de vous. Pour essayer de nous donner votre vision, vos idées, voilà, tout ce qui vous passe par la tête concernant le métier d'agent de sécurité. Donc on va vous faire travailler un petit peu. Je vous invite à nous indiquer dans l'onglet conversation, voilà, tous les mots-clés qui vous passent par la tête. Et on va les afficher sur un tableau que je vais mettre tout de suite en diffusion pour tout le monde et voilà, sur lequel on va pouvoir interagir et discuter. Donc, je vous invite à commencer dans la conversation, à nous indiquer voilà, toutes les idées qui vous passent par la tête sur le métier sur les missions d'un agent de sécurité. Alors, à vos claviers, et je vous laisse commencer. Alors, pour les personnes qui se sont connectées un tout petit peu en retard, on a commencé simplement à présenter le CRM et là on était sur la première partie sur quel est le métier d'agent de sécurité, quelles sont les missions à votre avis d'un agent de sécurité. Et donc on vous invite à aller dans la conversation et à nous indiquer voilà, toutes les idées qui vous passent par la tête sur ce que fait un agent de sécurité. Alors n'hésitez pas, hein, on a besoin de votre participation.
L'idée, c'est de voir un petit peu, de savoir, quelle est votre vision, qu'est-ce qui voilà. Ah oui. Ah, c'est bien, continuez, il y a plein d'idées intéressantes. Alors n'hésitez pas à nous dire si vous voyez pas assez bien, heu, qu'on puisse un petit peu, voilà, grossir les textes ou si c'est suffisant. Super autorisé. Alors comme vous le voyez, on a classé ça en 3 colonnes. Alors je laisserai après, Stéphane, rebondir. Donc il semblerait que la colonne verte, soit pas ce qui vient à l'idée quand on pense agent de sécurité. Ouais, ça va arriver. Ouais, ouais, les idées intéressantes. Alors, ouais, c'est bien. On voit les messages qui défilent. C'est bien. Super, pas mal d'idées. Bon, peut-être commencer à expliquer les 3 colonnes, à quoi ça correspond, monsieur le formateur? Alors, bah, écoutez, dans l'ensemble, vous vous faites une bonne idée du métier d'agent de sécurité. Euh, il y a des bonnes choses, effectivement. Donc là, nous, on a divisé en 3 thèmes. Donc, si vous avez pu le constater, dans la colonne bleue, ce sera tout ce qui est lié à la sûreté. Dans la colonne rouge, c'est tout ce qui est lié à la sécurité, notamment sécurité incendie. Et dans la colonne verte, tout ce qui est lié au secours à personne, le secourisme. Donc j'ai lu un peu vos réponses. Euh, je me demande si vous n'êtes pas un petit peu renseigné sur le métier avant de venir sur nos webinaire, mais dans l'ensemble, ça correspond tout à fait au métier d'agent de sécurité de nos jours. Si vous avez des questions sur une réponse un peu plus spécifique, surtout n'hésitez pas à me la poser et j'y répondrai avec plaisir. OK, donc là, voilà, donc on vous met les 3 thématiques.
Vous avez répondu à pas mal de choses, la partie surveillance des personnes, surveillance des biens. Il y a pas mal de choses. Voilà, je sais pas, est-ce qu'il y a encore des idées qui... Non? Alors, hop, on va revenir à la présentation. Hop. Hop. Super, donc merci pour votre participation. Alors, donc là, on a parlé des thématiques. Maintenant, on va vous présenter un petit peu les postes sur lesquels peuvent être positionnés des agents de sécurité. On a distingué deux parties. La partie, les postes sur lesquels un agent peut être positionné avec la formation, on va dire, de base, donc celle qu'on délivre au CRM, qui sont rondis intervenants, faire de l'accueil ou du filtrage et de la sécurité incendie. Un certain nombre d'autres postes sont également accessibles. Il faut simplement une formation complémentaire, comme pour faire opérateur vidéosurveillance, convoyeur de fonds, la sécurité armée et la sécurité aéroportuaire. Donc là, il faut faire la formation, voilà, le socle de base, et ensuite il y a des formations complémentaires qui sont accessibles dans le droit commun ou dans les entreprises et qui permettent voilà, d'accéder à ces formations. Au niveau des sites d'intervention, c'est pareil. Il y a donc la plupart des sites qui sont accessibles directement avec le cursus de base. Donc, les services internes de sécurité, les agences gouvernementales, les sites industriels, la grande distribution, les établissements recevant du public, les immeubles de grande hauteur et les stades, parcs expo, salles de concert, etc. Donc, plutôt la partie événementielle. Et il y a une petite partie supplémentaire, donc pareil, il faut une formation en plus, c'est les sites aéroportuaires. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau? N'hésitez pas à cliquer sur lever la main. On essaiera, on mettra les micros en route pour que vous puissiez nous poser la question. Si on va trop vite ou si vous avez besoin de compléments d'information, vraiment, n'hésitez pas. Les conditions de travail d'un agent de sécurité. Il y a toujours une tenue qui est obligatoire. C'est pas la même suivant le poste dans lequel on est ou suivant les entreprises. Ici au CRM, là, on vous a mis une photo de stagiaires qui sont en tenue sécurité incendie. Ils ont également une tenue sûreté qui sera tout en noir avec seulement le petit liseré gris. Il y a une forte présence hiérarchique, donc c'est vrai que dans le travail, il faut accepter de recevoir des ordres, de recevoir voilà, un certain nombre de choses et d'ordres qu'il va falloir respecter. Le travail se fait de jour comme de nuit. On est souvent seul. Il peut y avoir de la pression de la part du public, des clients, des salariés, etc. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la gestion du stress, il faut apprendre les gestes et les attitudes qu'il faut avoir ou éviter d'avoir. Et ce sont également des vacations assez longues, entre 8 et 12 heures, en continu, week-end et jours fériés. Au niveau des aptitudes physiques, la station debout prolongée est quand même assez fréquente dans les postes, ainsi que la marche prolongée et les escaliers quand il y a des rondes à faire. À ce niveau, est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions. Alors, suivant. L'entonnoir, les freins. Alors, on se trouvait important de vous indiquer quels étaient quand même les freins pour... alors, en général, accéder au métier de la sécurité, mais plus spécifiquement au CRM, comment nous, on traite. Donc, le premier pavé, c'est le pavé médical, avec des contre-indications physiques ou psychiques ou psychiques. Donc, il y a toujours un entretien avec le médecin qui va évaluer en fonction du dossier médical de la personne si cette personne est en mesure d'accéder d'une part à la formation, d'autre part au métier de la sécurité. Voilà. Une partie physique. Donc, on va vérifier les aptitudes. Petit exemple, une personne qui serait en fort surpoids n'a peut-être pas dans sa RQTH de contre-indication physique,
Néanmoins, par rapport au référentiel de la sécurité auquel on est soumis, cette personne ne pourra par exemple pas monter 5 étages d'escalier avec des extincteurs et être encore en mesure d'agir et d'intervenir sur un départ de feu. Et donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on se voit contraint de bloquer l'entrée à l'instant T parce que les aptitudes physiques ne sont pas au niveau du cadre réglementaire auquel on est soumis. Le français, les agents de sécurité doivent rédiger des mains courantes, doivent lire des textes de loi, euh, doivent communiquer en général. Et donc, c'est vrai que parler au Toki, donc c'est vrai que le niveau de français doit être quand même minimum afin d'accéder aux formations, avec un petit nota pour les personnes de nationalité étrangère pour lesquels un test B1 d'un organisme de formation agréé doit être fourni, sans quoi cette personne ne peut pas accéder aux formations. Et c'est vrai que le français est quand même voilà, un pavé important, on y prête attention euh, et on les fait travailler dessus aussi en formation parce que voilà, c'est quand même nécessaire de par leur métier. La vision du métier, alors on s'est permis de le mettre parce qu'on a eu la situation de personnes qui avaient une vision du métier assez étriquée, on va dire, et donc ils pensaient qu'un agent de sécurité, ça pouvait être quelqu'un assis dans une guérite à faire du filtrage de camions, et que voilà, c'était très facile, pas de problème. Alors ce qui nous a posé souci, c'est pas tellement sa vision du métier, c'est le fait que quand on essaye de lui expliquer que ce n'est pas que ça, que la formation elle est complète sur tous les types de postes, et donc il va falloir qu'il s'exerce et qu'il travaille sur tous les types de postes. Cette personne était très fermée. Et donc c'est vrai que quand on les reçoit, on essaye de voilà, voir un petit peu comment ils voient le métier. Est-ce qu'ils sont conscients du fait qu'il faut être polyvalent, qu'on peut être positionné sur plusieurs sites, changer de site régulièrement, qu'il faut savoir faire plein de choses parce que plus on est un couteau suisse et plus facilement on trouvera du travail, qu'il soit conscient des contraintes liées aux horaires, au travail du week-end, etc. C'est quand même important parce que dans la construction d'un projet professionnel, ça intervient quand même de manière assez forte. Euh, donc ça se travaille, mais il faut vraiment que les personnes soient conscientes et ouvertes au fait que la vision du métier n'est pas forcément complète quand on arrive en formation chez nous. Et la moralité, la police de la sécurité, c'est le CNAPS, Conseil national des activités privées de sécurité. Et donc, en fait, l'autorisation du CNAPS est nécessaire pour entrer en formation, est nécessaire ensuite pour pouvoir exercer en tant qu'agent de sécurité. Et donc là, il y a une enquête de moralité qui est réalisée par le CNAPS sur les personnes. Et donc, c'est vrai que toutes les personnes qui auraient des antécédents judiciaires pourraient soit avoir un dossier refusé, soit des demandes de complément d'information pour en savoir un petit peu plus et puis que le CNAPS puisse décider en toute connaissance de cause si cette personne peut ou non accéder au métier de la sécurité. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, C'est sûr. non, non, tu as bien expliqué les choses. Alors après, si vous avez des questions pour chaque item, surtout n'hésitez pas. Voilà, grosso modo, le parcours d'un stagiaire qui veut intégrer la section agent de sécurité doit suivre ces différentes étapes avant d'intégrer officiellement le service sécurité pédagogique. Et bon, on va passer à la suite. Peut-être à la fin, on aura plus de questions. Alors, la formation au CRM, comment elle se déroule? Il faut que je ça. Hop, excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Donc, elle se déroule en plusieurs parties. Il y a des parties au CRM, où on va travailler la théorie et la pratique. Dans un premier temps, sur la partie incendie, ensuite sur la partie sûreté, et puis il y a la partie révision et examen.
Et ensuite, on a la partie en entreprise avec des stages de mise en application. Donc pareil, sur la partie incendie, sur la partie sûreté. Et à la fin, on a ce qu'on appelle un stage d'insertion de 4 semaines qui permet d'une part de faire toutes les démarches auprès du CNAPS pour transformer l'autorisation d'entrer en formation en autorisation d'exercer, qui permet aux stagiaires également de tester une entreprise sur une plus longue durée et qui permet aux entreprises également de pouvoir tester un peu comme une période d'essai nos stagiaires. L'idée, c'est qu'à l'issue de ces stages d'insertion, ils aient un CDD ou un CDI. Donc c'est vraiment ce qu'on vise tout au long de la formation, c'est qu'ils fassent le plus d'immersion en entreprise pour décrocher un CDD ou un CDI à l'issue. La formation dure 28 semaines, donc 7 mois. Un peu plus de détails. Donc, vous l'avez vu avant, il y a une immersion en entreprise qui est importante. Donc, il y a les stages, mais pas que. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui viennent, qui se présentent. On peut faire même des mini-entretiens pour de potentiels stages. On a des visites d'entreprise. Dans la théorie ou dans la pratique, les formateurs étant issus du monde de l'entreprise, il y a des exemples concrets pour illustrer et essayer de faire comprendre l'importance ou des notions théoriques. Donc c'est vrai que le côté professionnel et entreprise est vraiment très présent dans la formation. Les objectifs de notre formation sont généraux, donc pour toute la section, et aussi individuels, puisqu'ils arrivent tous avec voilà, leurs facilités, leurs difficultés. L'objectif étant de les faire progresser chacun sur leurs points faibles. Donc il y a un accompagnement pédagogique qui est personnalisé. Donc c'est ce que je disais juste avant. Sur les sujets sur lesquels les stagiaires peuvent être un petit peu plus faibles, on va essayer de les aider au mieux, de les faire travailler peut-être des fois différemment sur des supports différents, plus de l'oral, plus de l'écrit, plus de pratique, plus de... Voilà, on s'adapte. Donc il faut se réinventer à chaque session. Et pour nous aider, on a également toute une équipe pluridisciplinaire, donc avec le médecin, avec les psychologues, avec les ergothérapeutes, les neuropsychologues, la diététicienne, les professeurs de sport. Il y a vraiment, on a également une conseillère en insertion professionnelle qui va aider nos stagiaires à travailler sur leur CV, leur lettre de motivation, les préparer aux entretiens dans les entreprises, qui va faire les visites de stage également. Et je pense que j'en ai encore oublié, mais on travaille vraiment de pair, la partie pédagogique et la partie pluridisciplinaire, pour accompagner au mieux les stagiaires vers l'insertion professionnelle. Alors, on voulait faire un petit focus sur le fait que dans le droit commun, la formation délivrée, donc le TFP-APS, donc titre à finalité professionnelle pour agent de prévention et de sécurité. Donc dans le droit commun, c'est 175 heures. Chez nous, on vous l'a dit, c'est 7 mois. L'idée, c'est que dans le droit commun, ils sortent avec une formation. Chez nous, ils vont sortir avec un petit peu plus. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on essaye de les faire sortir avec le couteau suisse, c'est-à-dire le maximum de petits diplômes qui peuvent les aider à trouver des emplois et être le plus polyvalent possible sur le terrain. Donc on a la partie SST, sauveteur secouriste du travail, la partie SIAP, service de sécurité incendie et d'assistance à personne, l'équipier de première intervention, l'équipier de seconde intervention. C'est le risque chimique, celui-là? J'ai eu un petit doute, excusez-moi. Et le port de l'appareil respiratoire isolant. Donc ça, ce sont des diplômes ou des attestations qui ne sont pas délivrés forcément dans le droit commun, mais qui permettent à nos stagiaires, voilà, d'arriver avec une, on va dire, une carte de compétences un peu plus complète. Et c'est vrai que pour les employeurs, bah, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant puisque bah, c'est des formations qu'ils n'ont pas à leur faire simplement les recyclages au fur et à mesure. Voilà. Quelque chose à rajouter, monsieur le professeur? Toujours pas.
Alors, vous l'avez vu au début, on vous a remis une petite photo du PC. Donc, c'est notre PC sécurité pédagogique. Alors, je vais laisser Stéphane en parler, juste pour dire que c'est un vrai PC sécurité avec tout le matériel d'un PC sécurité qui fonctionne comme un vrai. Simplement, il est vraiment à destination des formateurs et des stagiaires pour travailler comme dans une entreprise. Alors, peut-être tu pourrais décrire la journée d'un service de sécurité pédagogique au CRM. Donc, dans l'idée, c'est ce qu'on vous disait au début, c'est que nous pratiquons donc une pédagogie dans le faire. C'est-à-dire que, encore une fois, comme on vous a expliqué, on leur fournit des tenues. Et à partir du moment où ils mettent la tenue, ils ont une posture d'agent de sécurité stagiaire avec, je dirais, les mêmes contraintes et les mêmes conditions qu'un vrai service de sécurité. L'idée, c'est qu'ils retrouvent à peu de choses près la même chose que s'ils vont retrouver en entreprise quand ils seront en activité en tant agent de prévention et de sécurité. Donc nous, notre PC de sécurité, il est composé comme un vrai PC. De toute façon, c'est un vrai PC de sécu avec toute une partie vidéosurveillance. On a également tout ce qui est alarme intrusion. On a un système de sécurité incendie où on peut déclencher des alarmes incendie et des alarmes évacuation. On a toute la partie petit matériel avec les transmissions radio. On a des mains courantes électroniques, des mains courantes papier, des procédures, des consignes. Donc l'idée, c'est en fait, dès qu'ils mettent le pied dans le PC, ils sont en immersion totale dans un vrai PC sécurité. Donc, comme disait Morgane tout à l'heure, effectivement, avec Johan, donc mon collègue, nous sommes, nous, issus de l'activité avant d'être formateurs à temps plein. Donc, on retranscrit, en fait, ce que nous, on a mis en place et ce qu'on a pu vivre quand on exerçait dans le métier. Euh, ils trouvent tout le matériel qu'on peut trouver à l'extérieur, à part des petits détails. Euh, mais voilà, c'est un vrai PC, donc c'est un PC de sécurité pédagogique, entre guillemets. Ok, alors juste pour revenir et puis reprendre un petit peu, la formation se fait toujours en tenue professionnelle. Donc c'est la photo que vous avez vue tout à l'heure, hein. On tient à ce que ça les aide en fait à travailler la posture. L'organisation est hiérarchique et identique aussi à un service sécurité classique, c'est-à-dire que Stéphane Josset, en tant que formateur SIAP 3, donc il y a différents niveaux, est vraiment le chef de service. Donc quand ils sont en exercice, il se comporte, voilà, il agit comme un chef de service. Johan Lisi, en tant que niveau SIAP 2, comme chef d'équipe. Et les agents de sécurité stagiaires, bah, comme les agents de sécurité d'une équipe. Et donc, ça leur permet, voilà, de se positionner et de pouvoir évoluer comme s'ils étaient dans un vrai service sécurité. Il y a un élève de semaine qui a des missions et des services à effectuer tous les jours, ouvrir la salle, des choses comme ça. Ce qui leur permet aussi de travailler l'autonomie, voilà, enfin, toutes les petites activités, une certaine routine en fait. Et on essaye autant que possible, quand on a des animations, des événements au CRM, de les faire participer pour faire du filtrage à l'entrée, pour faire orienter les visiteurs sur le parking, pour voilà, être présents. Donc ça leur permet, eux, de travailler, ça permet à notre service sécurité d'avoir des bras supplémentaires aussi, et tout le monde est gagnant. On travaille beaucoup, enfin les formateurs travaillent beaucoup sur les savoir-être liés à la profession. C'est vrai que c'est une profession dans laquelle on interagit beaucoup avec les gens et donc il y a certains savoir-être nécessaires, la ponctualité, la politesse, voilà, des choses de base, mais qui des fois pour certains stagiaires sont pas automatiques. Donc on travaille beaucoup là-dessus. Comment venir en formation? Alors, la première étape, c'est de nous contacter. Quand vous nous contactez, quand une personne nous contacte, alors que ce soit un professionnel
tels que vous êtes là, donc des missions locales, Pôle emploi, MDPH et compagnie, vous pouvez aussi nous contacter pour nous dire, voilà, j'ai une personne qui serait intéressée, quelle est la démarche? Nous, on va convier cette personne sur ce qu'on appelle une GIMS. Donc, c'est une journée d'intégration, pardon, non, journée d'information au métier de la sécurité, durant laquelle on va présenter le CRM, la formation, le service sécurité pédagogique, etc. Cette personne va rencontrer le médecin. On va faire aussi des petits entretiens, quelques petits tests éventuellement physiques pour voir si on a un doute, si ça passe ou pas. On fait un point donc entre l'équipe pédagogique et l'équipe médicale pour voir ce qu'il en est, ce qu'on en pense, si voilà, on a un avis plutôt favorable ou pas. On fait généralement un retour alors, à la MDPH ou à l'orienteur qui nous aura envoyé cette personne pour voilà, donner notre avis. Si l'avis est positif, la personne doit faire son dossier de demande de formation à la MDPH. Et dès que la MDPH aura validé l'entrée en formation, on conviera la personne à un pré-accueil durant lequel elle pourra rencontrer d'autres personnes, donc notamment l'assistante administrative pour être sûr que le dossier est complet, les infirmières, le service social, et oui, dans l'équipe pluridisciplinaire, j'ai oublié le service social qui est tellement central pour nous au CRM, je m'en excuse auprès d'eux. Ce qui permet de faire un point sur la situation financière, familiale, etc. Parce que les personnes arrivent souvent avec leur handicap, leurs difficultés, mais il y a tout un champ social, tout un volet social qui peut être un frein à l'entrée en formation ou à la bonne conduite de la formation. Et donc, ce volet est vraiment très, très important parce que tout ce qu'on peut sécuriser en avance permettra de gagner du temps, que la personne gagne en sérénité également. Et donc, voilà. On fait le point sur le dossier d'admission, le dossier de rémunération. Pareil, pas perdre de temps et que quand il rentre en formation, le dossier est bouclé. Et on peut donner également des informations complémentaires à l'équipe médicale pour le suivi au quotidien. Et ensuite, eh bien, c'est l'arrivée en formation. Et donc là, voilà, la personne rentrera sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle au sein du CRM et sera accueillie par les formateurs, par moi-même et par toute l'équipe euh, pour démarrer sa formation chez nous. Quelques petits chiffres parce qu'on en est un petit peu fiers quand même, faut le dire. Sur les 3 dernières années, le taux de réussite au SIAP1, on est à 100%. Le taux de réussite au CAP est également de 100%. Et le taux de retour à l'emploi à 6 mois est également de 100%. Alors, je viens de voir une question passer. Ouais. Donc, en effet, l'hébergement, une personne demandait si l'hébergement était possible. En effet, on a une bonne capacité d'hébergement pour les stagiaires. Ça fait partie des choses qu'on sécurise au moment du pré-accueil. Hein. Donc, si je reviens en arrière, pardon. Au moment du pré-accueil, on peut également parler de l'hébergement s'il y a des besoins spécifiques. S'il n'y a pas de besoin médicalement d'installation spécifique, une chambre avec une douche à l'italienne, enfin bref. Les logements, ce sont des chambres type chambre d'étudiants. Sur place au CRM, on a toute une vie, comment on va dire, sociale également, avec un foyer, des activités, la cantine, les salles de sport qui peuvent être accessibles. Voilà, donc les personnes peuvent tout à fait être hébergées. Il faut juste que voilà, on le sache à l'avance. L'hébergement est proposé dès que les personnes habitent à plus d'une certaine distance du CRM. Alors, je ne donnerai pas le chiffre parce que j'ai un doute, mais n'hésitez pas à poser la question. Voilà, quand vous nous contactez, on saura vous répondre sans aucun souci. Hop, alors je repasse mon petit slide. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce stade? Bon, alors pour finir, le message qu'on souhaitait vous faire passer, c'est si vous avez des candidats qui n'ont pas encore de projet précis,
Si vous avez des doutes sur la pertinence entre le profil de ce candidat et le métier, n'hésitez pas à nous transmettre sa candidature. On l'informera sur le métier. On vérifiera la faisabilité du projet par rapport à tout l'entonnoir qu'on vous a décrit tout à l'heure. Agent de sécurité, c'est un métier qui recrute. On a besoin de candidats, on a besoin de volontaires. On a des formateurs qui sont, comment je vais dire ça, qui parlent de leur métier avec tellement d'implication que les stagiaires nous disent, hein, moi j'étais intéressée, je suis devenue passionnée. Donc n'hésitez pas à nous envoyer les personnes parce que vraiment, euh, voilà, on peut faire des jolis projets. On peut travailler des choses. L'idée, c'est vraiment que vous nous transmettiez les candidatures et ensuite, nous, on regarde avec les personnes ce qu'il est possible de faire. Je vois qu'il y a encore une question. Alors, on a une question concernant l'extrait du casier judiciaire. Donc, effectivement, on vous a expliqué tout à l'heure que nous, notre police administrative, c'était le CNAPS, hein, donc le Conseil national des activités privées de sécurité, et c'est eux qui autorisent, en termes de sécurité, c'est eux qui autorisent tout, c'est-à-dire l'entrée en formation, le droit d'exercer, mais c'est également eux qui nous autorisent, nous, formateurs, à exercer en tant que formateurs. Donc oui, le casier judiciaire je dirais, c'est une obligation. C'est-à-dire que, pour vous expliquer rapidement le parcours, c'est qu'en début de parcours, on fait la partie incendie, donc le SIAP, Service de sécurité d'incendie et d'assistance à personne, pour lequel on n'a pas besoin d'autorisation de qui que ce soit. Une fois qu'ils ont passé le premier volet du SIAP, là, on doit ouvrir une session de titre professionnel. Et là, on doit faire une demande auprès du CNAPS, c'est ce qu'on appelle une demande préalable pour rentrer en formation. Et c'est le CNAPS qui autorise ou pas au candidat de rentrer en formation. Donc, plusieurs cas de figure. C'est avis favorable, pas de souci, il peut rentrer en formation. Défavorable, il ne pourra jamais être agent de sécurité. Et si ils ont un doute sur le dossier, ils peuvent demander des informations complémentaires. Pour faire cette demande auprès du CNAPS, on a besoin de différents documents. Justificatif de domicile, on a besoin d'une pièce d'identité et notamment, on a besoin du fameux casier judiciaire, le B3, qui est une obligation. Sans ça, le CNAPS ne donnera pas suite au dossier. Donc, c'est une obligation, même pour rentrer en formation. J'espère avoir répondu à la question de Odélia. Apparemment, oui. Je vous en prie. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ah. Alors, donc là, la question que je viens de recevoir, les recrutements à l'issue de la formation se font dans quel domaine? J'ai sans doute une représentation erronée de la majorité des recrutements sont réalisés dans la grande distrib. Alors oui, je vous confirme, vous avez une représentation erronée. C'est-à-dire que l'agent de sécurité qu'on va rencontrer le plus souvent, c'est effectivement en grande distribution, ce qu'on appelle les agents de sécurité qui sont en arrière-caisse. Mais ce n'est pas la grande majorité. Je vais vous donner l'exemple de nos derniers stagiaires. Les derniers stagiaires qu'on a fait sortir avec les diplômes. Il y en a un qui travaille dans un milieu hospitalier. Il y en a un autre qui fait tout ce qui est les casinos. Alors, quand je dis casino, les salles de machines à sous, hein. Il fait les casinos, il fait les musées. On a un autre stagiaire qui est sur les plateaux de TF1 pour assurer la sécurité des différentes émissions de TF1. Donc, effectivement, on pense que en général, on sort de formation et on nous envoie en grande distrib, alors que c'est faux, c'est une petite majorité, enfin c'est une petite minorité, je veux dire. C'est une minorité en fait. Les postes, il y a des postes à pourvoir de partout et de plus en plus en événementiel également. Donc tout ce qui est parc exposition, les spectacles, les matchs de foot, de rugby. Pour l'exemple, là, sur le dernier Coupe du Monde 2023, ils ont embauché entre 6 et 10 000 agents de sécurité. Là, il y a une grosse recherche pour les futurs JO 2024 à Paris.
où ils cherchent entre 20 et 25 000 agents de sécurité qui vont travailler en collaboration avec les forces de l'ordre. Donc, effectivement, il y a des postes à pourvoir en grande distrib, mais il y a des postes à pourvoir dans tous les domaines. J'ai encore, voilà, je vous donne, je vous raconte ma vie, mais j'ai encore hier fait une visite de l'aéroport Bâle-Mulhouse avec le directeur sécurité qui m'expliquait que même eux recherchaient aussi des candidats pour compléter leurs effectifs. Donc, l'idée aussi de la formation, c'est qu'à l'issue du parcours, les candidats, les stagiaires voient tellement, je dirais, de différents métiers et différents postes qu'ils ont le luxe de pouvoir choisir. Il y a tellement de demandes qui est faite, tellement de recrutement, qu'ils ont le luxe de pouvoir choisir sur quel site ils veulent travailler. Alors forcément, sur certains sites, il y a des formations complémentaires, mais dans l'ensemble, voilà, ils peuvent choisir leur site, ils peuvent choisir leur mission. Question. Un étranger avec un titre de séjour et sur le territoire depuis 2 ans peut-il quand même accéder à la formation et faire une demande au CNAPS post 5 ans? Alors, j'ai pas compris le post 5 ans, mais oui, la réponse c'est oui, hein, si je ne me trompe pas, normalement. Alors, un ressortissant, en fait, un ressortissant étranger, il faut qu'il puisse justifier justement de 5 ans de présence sur le territoire français avant de pouvoir postuler. Donc, si je reprends la question, Depuis 2 ans. Donc, depuis 2 ans, deux ans, 2 ans, ça va être trop court. Et en plus, lui, il aura, je dirais, la contrainte de présenter un test B1 en français. Donc, c'est 5 ans minimum sur le territoire français et un test B1, plus le casier judiciaire de son pays et de la France, pour déjà demander une autorisation préalable auprès du CNAS pour entrer en formation. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient d'autres questions ou compléments d'information? Apparemment, on a été clair, je pense. Alors, on vous remet à la fin de notre site internet, d'ailleurs que j'ai pas mis à jour parce qu'on a le nouveau site internet qui est sorti il y a quelques jours. Il faudra que je fasse la modification. Le numéro de téléphone. La vidéo de ce webinaire sera disponible sur la chaîne YouTube. Donc on va simplement attendre un peu s'il y a des personnes, voilà, qui ne souhaitent pas que leur nom apparaisse, parce que des fois sur le côté de l'écran, voilà, ça se voit un petit peu. Donc n'hésitez pas à nous le faire remonter si jamais. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur lesquels, voilà, les événements qui s'y passent, quels qu'ils soient, sont affichés. Voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah, voilà. Donc, Johan Lisi vous a mis l'adresse exacte du nouveau site internet, sachant que de toute façon, depuis l'ancien, c'est redirigé, donc il n'y a pas de souci. On vous remercie vraiment pour votre présence. On vous remercie pour vos questions. Ça a permis, je pense, de préciser certaines choses. J'espère que pour ce premier webinaire, on n'en aura, voilà, pas trop de cafouillage. Si jamais vous identifiez des pistes d'amélioration ou de progrès, n'hésitez surtout pas à nous les faire remonter par mail ou oui, par mail, vous avez nos adresses. C'est toujours intéressant pour essayer de faire mieux la prochaine fois, peut-être, voilà, des informations manquantes ou autres. N'hésitez pas. Que dire de plus? On a tenu le timing, on est pas mal. Si vous avez des questions, on peut encore attendre 5 minutes. Je peux vous activer les micros si vous souhaitez discuter directement de vive voix, ça peut être un peu plus simple. Voilà, n'hésitez pas à nous dire si tout est clair, si vous avez des candidats, si ça vous a aidé à savoir quel candidat pourrait être positionné sur des formations sécurité. Voilà, si vous souhaitez plus d'informations sur le CRM en général aussi. Non. D'accord, c'est parfait. Eh ben, écoutez, ah, je vois que quelqu'un est en train d'écrire, on va attendre un petit peu.
Ah, merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Très bien. Eh ben, écoutez, on ne vous embête pas plus longtemps. Dès que la vidéo sera sur le YouTube, je me permettrai de vous refaire un mail pour vous envoyer le lien. N'hésitez pas à le faire suivre à vos collègues que ça pourrait intéresser. On tâchera de renouveler l'expérience voilà, d'ici quelques mois, histoire de toucher un maximum de personnes. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous et à très bientôt, j'espère, avec des candidats. Merci, au revoir.